Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer l'analyse d'un billet de Frédéric Tordeau, donc, qui est psychologue, psychanalyste, et qui est une des personnes qui pense au sujet de l'utilisation de la technologie dans le cadre thérapeutique. Donc c'est bien d'avoir des personnes comme Frédéric Tordeau qui développent une pensée des expériences, des expérimentations et font des retours sur comment les différentes technologies peuvent impacter les gens, la relation thérapeutique, quels sont les dangers et les potentiels de ces différentes technologies. Là, du coup, il s'agit en particulier du rôle de l'intelligence artificielle et de la possibilité qu'elle puisse ou non remplacer un clinicien dans le processus thérapeutique. Donc, j'ai voulu faire cet exercice d'analyse des propos et des thèses contenues dans cette publication qui annonce un ouvrage sur le sujet. Donc, je me réjouis qu'il y ait des gens qui réfléchissent sur le sujet et je me réjouis qu'il y ait un ouvrage à venir. Et j'avais envie d'analyser ce texte parce que pour moi, il est assez représentatif d'arguments que je retrouve beaucoup chez certains types de penseurs, d'intellectuels, au sujet de l'intelligence artificielle, mais qui sont des arguments qui, euh, qui font passer justement pour des arguments, en fait, un certain nombre de croyances qui se rattachent à des contextes culturels, religieux, idéologiques, philosophiques. Et je trouve ça intéressant de révéler en fait la manière dont l'argumentation est structurée et de voir que assez souvent, ce qui passe pour un argument est en fait une croyance qui ne se dit pas. Et je n'ai pas de problème avec les croyances, c'est notre matériau premier, mais c'est intéressant de les mettre à jour, de les conscientiser. C'est un peu comme dans un travail thérapeutique et de les mettre en perspective avec d'autres croyances et d'essayer de faire le tri entre différentes manières de voir, pas pour forcément dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'est vraiment un travail de mise en perspective, un peu comme de mise en 3D avec des angles de vue et des pensées qui s'articulent différemment. Du coup, là, vraiment, il y a plusieurs objectifs. Il y a de révéler un peu les fondements idéologiques derrière certaines perspectives sur l'intelligence artificielle, d'en proposer d'autres pour avoir une diversité, une pluralité, et puis de voir, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider dans ce processus d'analyse. Et finalement, cette démarche que je fais là, elle est assez voisine, me semble-t-il, du travail qu'on pourrait faire en psychothérapie avec un patient pour analyser ses propos, ses croyances, ses raisonnements et les besoins qu'il y a derrière et les stratégies d'adaptation, etc. Je tiens à dire que la critique, même constructive, est toujours plus facile que de produire le texte d'origine. Donc, j'espère que cette critique sera euh, utile pour l'auteur du texte. J'espère avoir des échanges constructifs là-dessus. Mon objectif est que l'on puisse avoir vraiment des débats à la fois pointus et compréhensibles au sujet de l'intelligence artificielle et que ce sujet, pour moi, est tellement important parce qu'il a justement un impact anthropologique. Il vient bouleverser, enfin questionner et bouleverser la place de l'humain dans l'écosystème, dans l'univers, etc. En tout cas pour moi. Et donc, cela mérite une critique fondée, pointue et pertinente. Donc, je vais essayer de voir si l'IA trouve que les éléments de perspective et de critique amenés dans ce texte sont pertinents ou pas, et peut-être qu'il y en aurait d'autres à évoquer. Donc, je vais faire ça en live.
Il n'y a pas de montage, j'ai pas d'énergie pour faire des choses sophistiquées. Donc j'espère que ce format vous conviendra. Donc j'ai copié-collé ce texte-là, que j'ai partagé également dans le groupe IA et psychothérapie. Donc si vous êtes psy, médecin, soignant, rejoignez-nous dans ce groupe IA et psychothérapie. On, on partage des expérimentations et des réflexions et des articles au sujet de, OK, comment est-ce qu'on peut ou pourrait utiliser l'IA dans notre activité de psychologue et psychothérapeute? Qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui n'est pas souhaitable, etc. Mais c'est vraiment une démarche beaucoup plus par l'expérimentation, par le concret, pour sortir des visions en tout ou rien, bien ou pas bien, etc. Du coup, je vais fermer cet onglet. J'ai copié-collé l'article qui est ici et je vais jongler entre plusieurs IA pour essayer d'analyser tout ça. Alors, j'aime bien commencer par faire un projet dans Claude, une des intelligences artificielles que j'utilise, à laquelle je suis abonné. Et là, on pourrait soit d'emblée demander une première analyse de but en blanc de l'article, mais on louperait sans doute des éléments de finesse. C'est-à-dire que c'est important d'essayer de voir les analyses comme des processus qui se construisent étape par étape. Et du coup, ce qui peut être utile, c'est déjà de créer une espèce de petit nid douillet dans lequel l'article peut atterrir. Ce petit nid douillet, ça s'appelle un contexte. On va essayer de forger un contexte où on va demander à l'intelligence artificielle de ramener certains pans d'informations qu'elle a dans son réseau de neurones, mais on va le mettre dans notre contexte pour pouvoir faire une analyse au regard de ces informations fraîches. Pourquoi faire ça? Ben, pour l'instant, le temps de cerveau disponible d'intelligence artificielle pour un utilisateur lambda ou même abonné de base n'est pas illimité. Quand vous posez une question à l'intelligence artificielle, il y a un certain nombre de secondes et un certain nombre de cycles de processeurs qui sont alloués. Et donc, du coup, sur des tâches complexes, si on n'a que 10 millisecondes de processeur alloués, eh ben, l'IA va devoir faire des choix dans les degrés de finesse, d'analyse, etc. Donc, le fait de décomposer avec des aspects un peu préliminaires et en plusieurs étapes, ça permet d'obtenir un peu plus de jus de cerveau d'intelligence artificielle. Donc, une première chose qu'on pourrait créer comme contexte, c'est de demander à l'IA de lister un peu tous les pièges logiques dans les argumentations. Là, ce que je cherchais à voir, c'est est-ce que les propos de l'auteur s'articulent logiquement ou bien est-ce que c'est une série de faits qui sont collés côte à côte? Et c'est malheureusement assez souvent le cas, et notamment dans les sujets qui sont très techniques et très passionnants. Souvent, il y a une articulation logique qui est présentée, mais qui, dans les faits, n'est pas réellement là. Donc, pour faire ça, pour aller plus vite, je passe par la synthèse, enfin la reconnaissance vocale de ChatGPT et je vais faire un copier-coller dans l'autre. Je souhaite analyser en détail un article. Avant de faire cela, j'aimerais que tu me listes les principales erreurs de logique et d'argumentation qui existent et qu'on a relevées notamment dans le champ de la rhétorique. Crée-moi une liste de ces principales erreurs avec à chaque fois un exemple. OK, donc là, on crée un premier prompt, une première question qui va baliser un peu le terrain avec une grille de lecture qui est celle de la rhétorique et de la logique argumentative. Et là, j'ai envie de demander à la fois à ce modèle de ChatGPT, donc O1, qui est un modèle qui peut réfléchir assez longtemps, et je vais demander à Claude en même temps pour voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai copié ça, j'envoie la requête à Chat, et puis j'envoie la requête à Claude en même temps. OK, donc ça réfléchit.
Alors, chez Claude, faux dilemme, fausse dichotomie, pétition de principe, cercle vicieux, généralisation hâtive, erreur liée à la causalité. Alors ça, vous verrez, je peux déjà prendre le pari que qu'il y aura ça dans le texte. C'est quelque chose de très fréquent de confondre la co-occurrence de deux choses et la causalité. Et pour cause, notre cerveau fait ces associations corrélatives comme étant des causalités. Et on voit bien ça, par exemple, dans le traitement des phobies, mais aussi des traumas, qu'il y a un réseau associatif qui se crée, ce qu'on appelle le réseau de la peur aussi, c'est Edna Foa, où le cerveau va confondre co-occurrence et causalité. Voilà l'argument d'autorité. Je vous les fais pas tous, mais voilà, il y a un certain nombre. Là, ici, il y a une douzaine de, d'erreurs argumentatives classiques. Passons maintenant côté o one. Donc, il y a réfléchi pendant 14 secondes. OK. Donc, le sophisme de l'homme de paille, l'attaque ad hominem, da, 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 la pente glissante. OK. Là, maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai deux réponses différentes sur la même question, en fait, je vais faire une synthèse et plus exactement, je vais demander à une de nos deux IA là, de faire une synthèse. Donc, je copie la réponse ici et là, je vais dire tout simplement à Claude, voici une autre liste de d'erreurs courantes. Peux-tu combiner cette liste avec la tienne et créer un artefact? Donc un artefact, c'est un document avec le résultat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique qui peut être utile. Comme chaque modèle d'IA a des... alors évidemment, si j'ai oublié de copier-coller, voici la liste. Et oui, l'IA ne lit pas encore complètement dans ma tête. Je disais, chaque modèle d'intelligence artificielle a ses qualités, ses défauts, ses points forts, ses points faibles. Et ce qu'ont montré les études, c'est que de donner à une IA le résultat d'une autre permet d'éliciter des choses supplémentaires. Donc, ça peut être une bonne idée en fait, de poser la même question à différentes IA et ensuite de demander, si possible, à la plus performante de faire une synthèse améliorée. Euh, OK, donc ici, voilà, j'ai un document qui crée ce contexte-là d'erreur de logique et d'argumentation. Je vais ajouter ça au projet. OK, très bien. Maintenant, on arrive à l'endroit où je vais pouvoir copier l'article et commencer à demander des analyses. Alors, hop, je, je colle l'article. Je vais passer de nouveau par chat, pas avoir besoin de taper. Je souhaite à présent que tu analyses l'article 6 juin en prenant en compte notamment son argumentation logique et en essayant de repérer toutes les erreurs d'enchaînement logique et d'argumentation telles que celles que nous avons repérées précédemment. J'aimerais que tu identifies également les principales thèses de l'auteur sur l'intelligence artificielle. Ok, là j'ai fait un petit mix en fait. Je n'ai pas résisté, j'ai demandé à la fois l'analyse, alors, et alors il y a une petite erreur là. Donc j'ai demandé l'analyse et en même temps la synthèse sur les thèses. L'article ci-dessous. Ok, ok, zou. Et là, je vais coller l'article. Tac, ok, je vérifie qu'il y a tout. Ok. Et pareil, je vais envoyer ça ChatGPT. Et ici, je vais
Ah. Euh, alors, il faut que je le fasse un peu différemment. Oui, j'avais déjà collé l'article. Et oui, je ne suis pas une intelligence artificielle, j'oublie des choses. Hop, voilà, c'était juste ça. Ok, donc, les thèses. L'IA peut être un outil complémentaire. L'IA ne peut pas remplacer totalement un thérapeute humain du fait de l'absence d'une véritable relation transférentielle. Et l'attrait pour une IA thérapeute révèle la tendance sociétale à la réification des relations humaines. Alors, quelques faiblesses argumentatives. Donc, généralisation hâtive, ça c'est aussi très fréquent. Donc voilà, on n'a pas de données précises, mais on peut le croire sur parole, mais voilà, pas de données qualitatives. Du coup, enfin, pas de données quantitatives. Et du coup, voilà, il y a le risque de cherry picking. Cherry picking, c'est prendre juste les bonnes cerises qui nous arrangent et qui sont conformes à notre thèse de départ, en fait. Et c'est ça la difficulté qu'on connaît aussi en recherche, c'est on a une idée de départ et il va y avoir souvent des biais de confirmation. Et le risque, c'est que nous allons avoir des biais de sélection parmi l'ensemble des informations ou l'ensemble des pensées possibles. On va sélectionner que ce qui conforte notre théorie de départ. Et c'est tout un art de ne pas tomber là-dedans. Point fort, l'auteur évite le faux dilemme en présentant plusieurs possibilités d'utilisation de l'IA. Donc ça, c'est cool. Complément, remplacement de l'hybride. Argumentation nuancée qui évite l'appel à la nature. Ne rejette pas l'IA simplement parce qu'elle n'est pas humaine. Ouais, après on verra en poussant un peu plus loin. Il y a quelques glissements logiques, donc un possible non séquitur. Donc ça, c'est justement le fait qu'il y a quelque chose qui est présenté comme un enchaînement logique, mais qui n'est pas logique. La logique n'est pas démontrée. Et donc là, c'est le fait que certaines personnes traitent déjà les autres comme des objets, et l'auteur dit que du coup, ça facilite l'acceptation d'une IA comme thérapeute. En fait, ça manque d'arguments, il n'y a pas forcément de lien, c'est une co-occurrence là. Euh, il y a une forme légère de pente glissante quand l'auteur suggère que l'acceptation de l'IA comme thérapeute serait signe de l'effacement du sujet dans la société moderne. Là aussi, il y a deux choses qui sont agglutinées. Il n'y a pas de lien de cause à effet qui est démontré par des études, par une logique irréfutable. On pourrait trouver d'autres causes à ça. Il y a juste là une co-occurrence. C'est pas parce que, ceci dit, donc c'est pas parce qu'il y a une absence de preuve fournie par l'auteur que c'est forcément faux. Mais la logique là n'est pas étayée. Ok, point positif notable, les limites actuelles de sa connaissance, personne ne peut savoir à ce jour comment ça va se transformer, etc. Ok, et du coup, du côté de ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors c'est un peu... Attendez, je suis où? Tatata, ça c'est ma question, désolé, c'est un peu long. Là, il y a la réflexion, donc ça, c'est intéressant sur les modèles tels que O1 qui peuvent prendre un temps de réflexion, donc un temps de jus de cerveau plus important que la base. Donc ici, 1 minute 7. On peut avoir accès un peu à l'équivalent d'une trace mnésique, une trace de réflexion, entre guillemets, en tout cas du processus interne de l'intelligence artificielle, même si elle est assez limitée là. OK. Alors, principale thèse, l'IA comme outil complémentaire, débat sur le remplacement du clinicien, l'IA et le risque de réification des relations. Donc, une des idées majeures est que la logique de réductionnisme et de réification, c'est-à-dire traiter l'autre comme un objet, est déjà présente dans la société contemporaine et que l'IA ne fait qu'accentuer cette tendance à réduire les relations humaines à des échanges fonctionnels, consommables, manipulables. OK. Donc, les erreurs ou failles possibles dans l'argumentation. Tendance au glissement sociologique, risque de généralisation ou de caricature contextuelle.
Donc, l'auteur met en avant que certains individus n'éprouvent alors aucune difficulté à échanger avec une IA, dans la mesure où ils sont déjà habitués à interagir avec autrui comme avec des objets. Donc, ça pose un diagnostic sociologique large. La réification serait prégnante. Les parents y adhèrent en partie pour cette raison. Donc, ce que l'IA dit, il ne s'agit pas forcément d'une fausse cause, mais d'une généralisation. Passe rapidement de quelques exemples à un phénomène plus large. Donc, peut-être que l'auteur, dans son ouvrage, fera part d'études empiriques où il ira étayer plus avant le propos. Il y a un risque d'essentialiser la relation thérapeutique. Donc là, effectivement, Tordo dit que la relation thérapeutique, elle est hyper complexe, avec le transfert, le contre-transfert. Et puisque c'est hyper complexe, puisqu'il y a besoin de transfert et contre-transfert, l'IA ne peut donc pas remplir ce rôle. Et en fait, ici, on verra plus avant, mais il y a plein de présupposés qui sont emboîtés les uns avec les autres et présentés comme un enchaînement logique, ce qui n'est pas le cas. Euh, donc là, voilà, dans un grand nombre d'approches telles que la psychanalyse, les approches psychodynamiques, oui, mais en même temps, il y a d'autres formes de psychothérapie structurées. Il y a moins de jeux sur la dynamique transférentielle et qui obtiennent quand même des effets importants. Donc là, on arrive sur un des schismes entre l'approche psychodynamique et des psychothérapies telles que les TCC ou autres thérapies brèves. Voilà. Mais il n'y a pas rien. C'est-à-dire que sans transfert contre transfert, il n'y a pas absence d'efficacité sur plein de plans différents. Donc là, ce que l'IA trouve ici, c'est que ça ressemble un peu à une forme d'appel à la nature de la psychothérapie, puisqu'il y a un postulat que la vraie relation thérapeutique inclut nécessairement ces facteurs-là. Donc il y a quelque chose aussi de non seulement de normatif, mais aussi d'un peu dichotomique. Les vraies thérapies, il y a ça. Ah oui, mais les autres, du coup, elles ne sont pas bonnes, elles ne marchent pas. Donc ça manque de nuances. Et on voit des biais ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est faux. C'est juste une analyse des conclusions un peu hâtives qui peuvent être faites dans le texte. Et c'est normal, dans un texte court, de faire ça. Alors, évocation d'un possible pire scénario sociétal. Donc, c'est une légère pente glissante. Le contexte de précarisation, de disparition du sujet dans les sociétés modernes. Donc ça, c'est bien identifié. Claude ne l'avait pas identifié, ça, je trouve. C'est pas caricatural, mais c'est une forme de mise en garde, ce qui est logique puisque le texte de l'auteur invite à la réflexion. Mais c'est intéressant de voir que l'IA a noté ça, cette pente glissante. Et donc la pente glissante, en psychothérapie, on parle aussi de scénario catastrophe. D'accord? Nos patients anxieux agissent souvent inconsciemment au regard du pire, du scénario le pire qui pourrait arriver, ce qui est une bonne technique de survie, mais qui n'est pas toujours très pertinent si on veut avoir une vie sereine et pas être juste dans la survie. Ok, donc glissement vers un scénario alarmiste. En même temps, mieux vaut prévenir que guérir, mais c'est bien d'avoir des nuances. Absence de contre-exemple développé. Euh, donc là, on trouve des cas où la relation IA-patient montre ses limites, crée des expériences douloureuses. Voilà, la patiente décontenancée et d'un coup qui se dit que l'IA c'est une boîte vide. Euh, mais en même temps, on n'a pas d'exemple inverse ou qui viendrait nuancer. Et donc, voilà, il y a pas l'ensemble des possibilités qui est représenté, il y a juste un axe qui est développé et qui va dans le sens de peut-être des présupposés de l'auteur, peut-être. Ok, appel implicite à l'autorité ou à l'histoire avec l'effet ELISA. Ok. Et ça passe sous silence que, effectivement, entre les technologies ELISA, où en gros, c'était pas vraiment une intelligence artificielle, c'était un programme vraiment très basique qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui,
qui était en gros toujours d'accord avec ce que disait l'autre, et ça produisait déjà des effets extrêmement intéressants et positifs. Donc là, il y a un côté aussi un peu voilà, de parallèle rapide et de simplification. OK, donc là, il y a une synthèse que l'IA propose, texte nuancé, documenté, plusieurs angles d'analyse, mais des glissements et des généralisations. Donc je trouve cette réponse-là bien meilleure que celle de Claude. Je vais néanmoins demander à Claude de faire encore une fois une synthèse. Voici une analyse complémentaire. Peux-tu euh, ajouter les points pertinents de cette analyse? Enfin, je veux dire, peux-tu combiner avec la tienne sous forme d'artefact. Hop, et on va laisser travailler l'IA. Maintenant, j'ai pas mal de trucs en tête. Alors, je vais essayer de faire le tri. Euh, En fait, ce qu'on aurait pu faire au début et qu'on va faire maintenant, c'est aussi faire une définition de terme, qui est quelque chose qu'on fait normalement, notamment en philosophie, pour essayer de savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a des termes là qui sont utilisés qui sont très flous. Donc là, juste pour info, alors je mettrai ces documents-là à télécharger. Voilà, il y a une synthèse qui est proposée. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. On va voir. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi bonne que celle de O1. OK. Hum, donc, ce que je disais, c'est j'aimerais là demander à l'IA de faire une explication de termes, hein, ou une explicitation des concepts clés de l'article. Donc, je vais peut-être privilégier O1 qui répond mieux. Hum, Peux-tu à présent euh, me faire une analyse des principaux concepts clés utilisés par l'auteur dans son article? Alors, est-ce que c'est assez clair? On va voir. Eh bien, allons-y. On va voir. Là, vous voyez, j'ai 10 000 choses en tête. J'ai du mal à sélectionner ce que je veux faire. Mais ce qui est bien avec les IA, c'est comme ça va assez vite, même si après, il faut lire le texte. Là, je vais volontairement vite pour pas que la vidéo dure 3 heures. Bah, si jamais notre question n'est pas claire, on peut préciser. C'est un processus itératif, hein, comme en thérapie, quand on essaye de comprendre le patient, on pose des questions, il y a des réponses, en tout cas dans les versions interactives. Alors, c'est en train de répondre la réponse. Ça, c'était la réflexion. OK. Alors, principaux concepts, intelligence artificielle, processus thérapeutique, transfert contre transfert. Donc ça, c'est pas mal pour, là aussi, créer de l'explicitation des concepts à la fois pour nous en tant que lecteurs, mais aussi pour préciser dans le contexte de l'intelligence artificielle un peu de quoi on parle et aller un petit peu plus loin que la lecture de surface. Donc, il y a pour moi notamment le concept de réification, donc la réduction des relations humaines à un échange fonctionnel. Donc, en gros, c'est réduire quelque chose d'un peu abstrait ou général à quelque chose de concret, matériel, euh, où ça perdrait une forme de valeur. Euh, ok, altérité, modèle hybride. Ok, notion d'autotransfert. Donc ça peut aider à essayer de savoir de quoi on parle. Et
Vous voyez bien que beaucoup de concepts sont des objets flous où chacun peut y voir tout un tas de choses. Donc là, ce qui est proposé, c'est pas forcément la meilleure définition, mais ça donne un angle de lecture et ça permet d'aller un petit peu plus loin sur OK, qu'est-ce qui est mis en avant par l'auteur? C'est quoi un peu les concepts pivots? OK, complexité, hypercomplexité. OK. Hum, Alors, je vais essayer de prendre une des choses que j'ai en tête là. En fait, l'auteur, dans son texte, décrit une certaine vision de l'intelligence artificielle et une bonne partie de cette vision est présentée comme des certitudes, alors que pour moi, ce sont des croyances. Du coup, là, ce que je vais demander, c'est à l'IA d'essayer de détecter quelles sont justement les croyances de l'auteur que l'auteur fait passer comme des faits. Je souhaite à présent que tu analyses l'article pour repérer quelles sont les croyances, donc les axiomes que l'auteur présente comme des faits avérés. Peux-tu faire la liste de ces présupposés qui sont présentés comme des faits et comme des vérités? Ok, j'espère que c'est assez explicite. Je vais poser la même question à Claude en même temps. Hop, allons-y. Ok. Donc, ça, c'est la trace de raisonnement. Je vais fermer. Et ça, c'est sans doute pour moi une des choses les plus importantes. C'est qu'on a tous des croyances de base qui tiennent à notre culture, euh, là où on a été élevé, à notre fond religieux, spirituel, philosophique. C'est-à-dire que clairement, un penseur qui naît en Chine à telle époque ou en France à telle autre époque va avoir tendance à croire, à prendre comme vrai une représentation du monde, des relations, et donc aussi de l'intelligence artificielle qui va être potentiellement complètement différente. Et donc, c'est un travail assez analogue à celui qu'on fait en psychothérapie, c'est d'expliciter les présupposés, de voir d'où ça vient et à quoi ça nous sert, et éventuellement de croiser ça avec d'autres manières de voir. Ok, donc l'histoire de la rencontre authentique fondée sur la présence d'un clinicien humain. Euh, donc là, voilà, il y a un présupposé qui se discute, clairement. Donc non, ce n'est pas une vérité, c'est une croyance. Euh, on peut faire sans ça. Il y a d'autres choses qui se passent aussi lorsque le patient investit un objet tiers, que cet objet tiers soit un sujet au sens humain ou un animal ou un personnage de roman, il y a des choses qui se passent. Et si ce n'était pas le cas, l'art-thérapie ne serait pas possible, par exemple. Euh, donc, c'est quelque chose qui est un axiome de base dans les approches psychodynamiques, analytiques, mais c'est un axiome, c'est une croyance. Ce postulat-là n'est pas discuté. Euh, OK, donc les usages dans un cadre sécurisé contenu sont euh, bénéfiques tant que le clinicien reste garant. Euh, OK, mais en fait, là aussi, est-ce que c'est nécessaire? Ben, on ne sait pas. C'est confortable pour nous, cliniciens, de dire, bah oui, on est indispensable, mais les patients ont une vie en dehors des séances, il se passe des choses entre deux séances, et ces choses qui se passent peuvent être thérapeutiques ou pas. Il y a des choses qui se passent en dehors de nous et de la relation.
Voilà, on n'est pas forcément indispensable. En tout cas, c'est ma croyance à moi. Ce n'est pas celle là des propos de l'auteur. Je ne sais pas sur les vraies croyances de l'auteur, mais là, c'est affirmé comme un fait, alors que c'est un présupposé. Là aussi, c'est une croyance. Il y a aussi là l'idée de l'instrumentalisation des relations humaines comme un fait social établi croissant. J'aurais tendance à croire pareil, mais c'est pas parce que je crois pareil que d'un coup c'est juste. C'est pas forcément ici démontré. Hum, voilà, il y a une vision sociologique ici, mais qui reste un postulat. Ensuite, il y a l'effet ELISA qui montre que les gens se leurrent à, en gros, imaginer qu'une IA puisse être un- quelque chose de vivant avec laquelle on puisse être en relation. Et il me semble même que l'auteur parle euh, je ne sais plus si le terme c'est de délire ou les personnes sont leurrées, mais en réalité, nos patients